Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Mystère, avec ce soir des histoires toujours aussi incroyables, toujours aussi spectaculaires, mais toujours aussi véridiques. Et des histoires qui, ce soir encore, vont nous faire pénétrer d'autres univers. Ce soir, l'histoire de Delizia Cirolli, une petite Sicilienne condamnée par la médecine et qui est aujourd'hui la 65e miraculée de Lourdes. Il y a 10 ans, Anne-Marie Lyonnais perdait sa fille unique, Isabelle. Désespoir, révolte, et puis un soir, un message. Isabelle commence un dialogue avec sa mère au-delà de la mort. Quelle est cette énergie mystérieuse que les orientaux appellent le ki? Une énergie que nous possédons tous, mais que très peu maîtrisent. Une énergie qui peut tuer, mais aussi guérir. L'île de Pâques, perdue en plein Pacifique, reste un des endroits les plus fascinants de la planète. Et de nombreux scientifiques se sont penchés sur le mystère de ces colosses de pierre. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, en 1986, les murs d'une maison se mettent à saigner. Les analyses prouvent que c'est du sang humain. Lucie et Jean-Marc vont vivre dans l'épouvante. Voilà donc le programme de Mystère ce soir. Commençons tout de suite avec l'histoire de Delizia Cirolli. C'est ici, à Paterne, une petite ville de Sicile, qu'est née il y a 28 ans au sein d'une modeste famille italienne, Delizia Cirolli. Une enfant qui allait vivre une expérience extraordinaire. Delizia est aujourd'hui une femme. Elle reste marquée à jamais par le drame qu'elle a vécu dans son enfance. Souvent, elle se souvient. Nous sommes en mars 1976. Delizia est alors âgée de 11 ans. Comme tous les matins, elle se lève tôt pour aller à l'école. Mais ce matin-là, la petite Delizia ne se sent pas bien. Delizia, va bene? L'institutrice comprend que quelque chose ne va pas. La fillette a très mal au genou. Elle décide de la ramener chez elle et incite sa mère à la faire examiner par un médecin. Lorsque j'ai commencé à ressentir une douleur à la jambe, je l'ai dit à ma mère, mais elle a pensé que c'était une excuse pour ne pas aller à l'école. Delizia a regagné la chambre du petit appartement familial. Son père a été prévenu. Il est rentré tout de suite. De quoi souffre-t-elle ? La petite a vraiment trop mal. Il faut appeler un médecin. Le docteur Fallica ne peut pas se prononcer. Il faut faire des analyses
et des radiographies. Dès le lendemain, sa maman l'emmène à l'hôpital de Paterne. Buongiorno Delizia, come stai? Entri, sì, la prego. Un po' che non ci vediamo, a vedere un po', sì, sta abbastanza bene, non è una cosa... Delizia va subir toute une série d'examens. Ma mère m'a fait faire des radios. On s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors elle m'a emmenée à Catane. On a montré les radios au professeur Mollica. Il a dit qu'il y avait un problème et que je devais être hospitalisée pour y subir une biopsie, pour savoir plus exactement ce que j'avais. La mère de Delizia se rend compte que les premiers résultats sont très inquiétants. Pour ne pas l'effrayer, j'ai menti. J'ai seulement parlé de simple analyse. Je n'avais même rien dit à mon mari. J'ai gardé le secret. Pour la suite des examens, la petite Delizia est hospitalisée à Catane. La petite était particulièrement maigre. Son état général était inquiétant. Les premiers examens radiographiques et les analyses étaient clairs. Il s'agissait d'une tumeur maligne du squelette. Trattarsi di un tumore maligno primitivo dello scheletro. Les résultats des examens sont implacables. Delizia a un cancer. Elle est condamnée. Les médecins proposent l'amputation sans pour autant garantir la guérison. Ils annoncent à ses parents qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Les médecins conseillaient l'amputation de la jambe. Mes parents ont refusé parce que cette amputation n'allait pas me guérir. Elle m'aurait permis de vivre quelques mois de plus et rien d'autre. Non si vuole che si faccia l'operazione. Le père de Delizia n'arrive pas à se résigner. Mon père disait, si ma fille doit mourir, je préfère qu'elle meure comme ça. Il ne voulait pas augmenter ma souffrance inutilement. Il ne peut pas accepter l'idée que sa fille soit amputée. J'étais désespérée. Dans la nuit, je priais. Seigneur, montre-moi le chemin, fais quelque chose pour moi. Je savais que mon enfant était en train de mourir et j'étais impuissante. L'institutrice de Delizia a entendu parler d'un pèlerinage dans un sanctuaire à Lourdes, où il paraît que Dieu fait des miracles et guérit les malades. Tout le village se cotise pour permettre à Madame Cirolli d'emmener Delizia à Lourdes.
Je n'avais jamais entendu parler de Lourdes, je ne savais même pas que c'était un sanctuaire. Alors quand on m'a demandé de prendre une décision, j'ai dit, si l'enfant peut voyager, pourquoi pas, et nous sommes partis. Malgré sa faiblesse, Delizia va entreprendre le long voyage pour Lourdes. Lourdes, connue du monde entier, et où depuis plus d'un siècle, des milliers de fidèles viennent prier pour la guérison des malades et des handicapés. Il s'y produit parfois des phénomènes qui restent inexpliqués par la science. Pendant 5 jours, Delizia va parcourir toutes les étapes du pèlerinage et surtout la grotte où la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous. Elle se baigne dans l'eau sacrée du sanctuaire. Des milliers de pèlerins sont venus, comme elle, chercher la guérison. De retour à Paterne, l'état de Delizia est de plus en plus critique. Elle ne pèse plus que 22 kilos. Sa mère ne peut que lui faire boire de l'eau bénite de Lourdes en priant. On attendait la fin. Elle souffrait terriblement. Les douleurs étaient si intenses qu'un jour elle m'a dit « Maman, donne-moi un couteau, je veux mourir. » Un jour, elle s'est sentie tellement mal qu'elle s'est mise dans son lit comme quelqu'un qui va mourir. Elle était droite, raide. Elle souffrait terriblement. C'était le travail de la mort. Et elle n'a plus ressenti de douleur. Elle s'est levée. Elle est venue dans la cuisine. Mais en la voyant, je n'ai pas compris ce qui se passait. C'est incroyable. Delizia semble guérie. En mai 1977, de nouvelles radiographies confirment la disparition de la tumeur, sans traitement spécifique et sans aucun médicament. Son état de santé continue de s'améliorer régulièrement. Les médecins ne s'expliquent pas sa guérison. La guérison a eu lieu, c'est indiscutable. C'est une chose hors du commun. Cette guérison est inexplicable. Elle est survenue exceptionnellement à travers des mécanismes que nous ne connaissons pas encore parfaitement bien. Con meccanismi che noi ancora bene non conosciamo perfettamente.
En juillet 1977, Delizia et sa mère retournent à Lourdes et se présentent au bureau médical pour faire constater la guérison. Tibia droit. Or, depuis qu'elle est venue, on n'a plus constaté aucune autre lésion et nous constatons toujours au contraire que la mobilité est tout à fait normale. Elle se laisse faire, voyez, sans aucune douleur. Vous voyez donc qu'il n'y a plus aucune trace de cette tuméfaction, de cette lésion qu'elle avait à son genou. On peut considérer donc que cet enfant est vraiment guéri dans des conditions qui nous étonnent et qu'il est nécessaire maintenant de faire passer son dossier peut-être à l'autre instance médicale. Nous sommes, nous, médecins, pour jamais parler de miracle. Nous n'employons jamais ce mot-là. Nous disons qu'il s'agit d'une guérison d'une maladie parfaitement déterminée, qui avait un pronostic tout à fait redoutable et qui a guéri contre toute attente, qui a eu une évolution vers la guérison inespérée, extraordinaire, inexplicable et de façon définitive. Le comité médical international ayant, après l'étude du dossier de Delizia, confirmé par vote la nature exceptionnelle et scientifiquement impossible de la guérison, l'archevêque de Catane examine à son tour le dossier. Quando io ebbi la certezza Lorsque j'ai eu la certitude qu'il s'agissait d'un fait extraordinaire, alors j'ai déclaré que c'était un miracle. Ho decretato, proprio con un mio documento, che si trattava di un miracolo. E siccome questo è Le un Saint-Siège compito a che la confié Santa cette tâche Sede aux évêques des territoires où se produisent les miracles. dei territori dove avvengono questi fatti. Allora io ho assunto le mie responsabilità. J'ai pris mes responsabilités Ho consegnato il decreto alla et j'ai stampa, signé le décret et l'ai l'ho annoncé à la consegnato alla presse. diocesi, sottolineando che si trattava di un segno del cielo. Le miracle est toujours un signe du Il ciel. miracolo è sempre un segno del cielo. Due equipe di medici, un'equipe a Lourdes e un'altra equipe a Catania hanno constatato che il fatto scientificamente non si può spiegare. Et en 1989, l'archevêque proclame officiellement le Il miracle. canonico accertò che ci si trovava di fronte a un fatto non solo umanamente inspiegabile, ma certamente da attribuire alla potenza della misericordia di Dio. Comment expliquer cette guérison que la science elle-même ne parvient pas à comprendre? Seule la foi semble donner une solution à ce mystère. Depuis, chaque année pour remercier Dieu, Delizia revient en pèlerinage à Lourdes. Aujourd'hui, elle a consacré sa vie aux autres. Elle est infirmière et soigne les malades. Depuis 1858, l'Église a homologué 65 miracles. Delizia Cirolli est la 65e miraculée de Lourdes. Merveilleuse histoire que l'histoire de Delizia Cirolli et un film qui raconte son histoire très 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 émouvant. On est tous d'ailleurs un petit peu émus sur ce plateau. Avec moi pour parler de cette affaire des miracles en général, un ecclésiastique, le père Julia, qui est le chef du bureau de presse de Lourdes, et puis deux médecins, le professeur Schraub, qui est cancérologue et qui a beaucoup étudié les rapports du psychisme et du cancer, et puis le docteur Jean Rousseau, qui lui est membre du comité international médical de Lourdes. Oui. Vous avez connu le dossier de Delizia, vous avez voté alors. Et qu'avez-vous voté? Oui, j'ai connu le dossier, non seulement le dossier, mais les documents radiologiques, l'histologie, etc. J'ai voté oui. Vous avez voté oui, donc guérison inexplicable. Mais vous, le médecin que vous êtes, vous croyez à l'intervention divine dans la guérison de Delizia? Ça, c'est une question beaucoup plus difficile. En tant que chrétien, car je suis chrétien, je crois aux possibilités d'intervention divine. Est-ce qu'il y a eu intervention divine dans le cas de Delizia? Ça, je laisse l'Église en décider. Il y a encore beaucoup de dossiers qui sont en cours d'examen? Nous en avons examiné 3 à la dernière session. Je pense qu'il y en aura encore 2 ou 3 à l'an prochain.
Je me suis laissé dire que s'il n'y avait que 65 miracles officiels depuis 1858, il y avait eu des milliers, disent certains auteurs, de guérisons inexpliquées depuis l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous. Ça semble incroyable. Alors, est-ce que, Père Julia, est-ce que l'Église n'est pas un petit peu gênée devant les miracles? Et est-ce qu'elle hésite à reconnaître comme miracle toutes ces guérisons inexpliquées? Non, 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 elle n'est pas gênée, pas plus qu'elle n'a aucune position a priori. Je pense qu'elle est prudente. Extrêmement prudente. Extrêmement prudente. Puis après, disons que ce n'est pas l'essentiel. Vous cherchez le spectaculaire, mon cher. Écoutez, ce que nous venons de voir tout le monde cherche le est quand même extraordinairement spectaculaire. Il y a 3700 cas sur lesquels les médecins ont dit « nous n'avons pas d'explication ». Alors dans ce cas-là, ils repassent le dossier aux autorités ecclésiastiques. Et alors, entre le fait que les médecins disent « nous n'avons pas d'explication » et le moment où l'autorité ecclésiastique nous dit « nous voyons dans ce cas un signe de Dieu », c'est un autre domaine, j'allais dire. C'est un autre domaine tout à fait différent. L'un, c'est une attitude scientifique que nous demandons aux techniciens de prendre. Et l'autre, c'est une déclaration, disons, d'ordre théologique, qui n'engage pas d'ailleurs la foi au sens fort du terme, mais dans lequel l'Église dit, dans ce cas-là, nous pensons que les conditions sont remplies pour que l'on voit là un clin d'œil de Dieu. Dans le cas de Délicia, sa maman la laisse pratiquement mourante sur le lit, et quelques minutes après, la fille se lève pour demander à manger. Oui, mais c'était longtemps après son pèlerinage, plusieurs mois. Mais non, mais la question n'est pas là. C'est l'instantanéité, j'allais dire, de la guérison. Le fait qu'il y ait, à notre avis, corrélation entre le pèlerinage qu'elle a fait, la prière qu'elle a continué à... Encore qu'il y a des gens qui peuvent ne pas croire et qui peuvent bénéficier de cette grâce de Dieu, de ce signe de la bonté de Dieu. Bien. Mais ceci dit, il y a une guérison qui est très rapide et qui doit perdurer. Autrement dit, c'est la raison pour laquelle le diagnostic mettra tant de temps à se préciser. Ah, je voudrais qu'on en vienne au professeur Simon Schraube. Le professeur Simon Schraube est un cancérologue. Il est même au cœur de l'establishment du pouvoir médical. C'est donc très intéressant d'avoir votre témoignage. Et vous vous êtes beaucoup intéressé au rapport entre le psychisme et le cancer. Et d'ailleurs, le résultat de ces études, vous les avez rassemblés dans un livre que vous avez appelé « La magie et la raison ». Et je préciserai aussi que vous avez appartenu à un groupe d'études sur les médecines parallèles à la demande des pouvoirs publics il y a quelques années. Bon, psychisme et cancer, on a tout de suite envie de faire le rapprochement. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'à votre avis, la guérison de Delizia Sirolli peut avoir une origine purement psychique? Vous me posez une question bien délicate. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Vous savez, les scientifiques sont habitués aux guérisons spontanées des cancers. C'est un phénomène extrêmement rare. On connaît environ entre 300 et 400 cas de rémission de cancer, ce qui ne veut pas dire guérison, et à peine une soixantaine de cas de guérison réelle, spontanée de cancer. Dans lesquels... Petite précision. Oui. Une guérison, c'est jamais qu'une rémission qui dure très très longtemps, non? Oui, mais lorsqu'on a une rémission permanente, on peut quand même appeler effectivement mais à partir une guérison. De combien de temps? Oh, effectivement, c'est un délai de l'ordre de 5 ans environ. D'accord. Eh bien, lorsqu'on regarde ces guérisons spontanées, il y a 2 cas de Lourdes qui font partie de ces guérisons spontanées. Maintenant, si on... Lesquels? Dont celui de Delizia? Absolument. Oui. Celui de Delizia et également le cas d'un autre jeune homme italien qui avait une tumeur osseuse du bassin et qui a guéri d'une façon également spontanée. Moi, je n'emploie pas le mot miracle, je dis simplement une guérison spontanée. Mais alors, le cancérologue que vous êtes, il ne comprend plus rien, là? Ah, oui, nous ne comprenons plus rien. C'est-à-dire que nous observons et nous avons des hypothèses. Ces hypothèses peut-être éventuellement des défenses immunitaires qui se sont réveillées, ou bien ce sont des modifications de gènes qui sont apparues, ou éventuellement à la suite d'une infection, des modifications particulières de l'organisme que l'on ne connaît pas encore et qui ont entraîné des modifications amenant à la guérison inexpliquée de cancer. Et on connaît des jeunes hommes, des jeunes filles, des personnes plus âgées qui ont guéri. On raconte même, ce sont même des cas publiés,
de cas qui ont guéri après des prières. Nous n'avons pas à juger quelle est la cause éventuelle, nous constatons des guérisons surprenantes, spontanées des cancers. Alors, est-ce que le psychisme joue un rôle? Nous ne le pensons pas. Mais vous savez, peut-être que d'ici 5-10 ans, on va nous dire, mais évidemment, le psychisme peut jouer parce que telle hormone qui est déclenchée par tel choc psychologique peut amener des modifications immunitaires qui entraînent la guérison. Donc, en l'état actuel de nos connaissances, je dois vous dire que je ne pense pas que le choc psychologique soit à l'origine d'une guérison, mais attendons, peut-être que la science va nous démontrer l'inverse. Et vous avez quand même observé, vous le relatez beaucoup d'ailleurs dans votre livre, que disons, le moral du malade a une influence sur l'évolution de sa maladie. On a constaté des choses tout à fait surprenantes. Quoi, par exemple? Eh bien, on a constaté que des personnes que l'on aurait, disons, condamnées depuis longtemps, eh bien, vivaient encore comme si elles attendaient un événement important de leur vie familiale ou professionnelle, la naissance d'un petit enfant ou la réussite à un examen. Nous l'avons constaté. Vous avez des exemples? Oui, il y a eu une publication extraordinaire qui a été faite à propos de 2 communautés religieuses, l'une des Chinois et l'autre des Juifs en Angleterre, où on a constaté que, par exemple, pour l'un comme pour l'autre, la mortalité était plus basse avant le début d'une fête importante, qui pour l'un est le Nouvel An et pour l'autre la Pâque, était plus importante après. Or, ces fêtes sont des fêtes très importantes au point de vue familial et religieux. Eh bien, on avait cette impression, enfin, c'est peut-être une explication peut-être un petit peu trop pas tirée par les cheveux, mais disons peut-être irrationnelle. Mais on constate que la mortalité est plus importante après la fête qu'avant la fête, comme si les gens voulaient passer en famille, disons, les derniers instants de leur vie. Mais il faut malheureusement dire que ces cas sont rares, qu'on les observe, on n'a pas encore d'explication, mais il y a des éléments troublants. Bon, professeur Schraub, le cancérologue que vous êtes, face au miracle, comment il réagit? Écoutez, moi je me réjouis pour les patients qui ont une guérison. Qu'elle soit d'origine miraculeuse, spontanée ou d'une explication que l'on n'a pas, peu m'importe. L'essentiel, c'est que je sois content, pas tellement content, que la personne soit contente, que la malade soit content. Sans plus, peu importe pour moi l'explication. De toute façon, vous savez, la vérité d'aujourd'hui scientifique ne sera pas celle de demain. Donc on découvrira beaucoup de choses dans l'avenir. Est-ce que vous croyez au miracle? Ah, mon esprit rationnel m'empêche de croire au miracle, mais je crois quand même à des choses qui sont un petit peu tout à fait curieuses, que je n'explique pas. Simplement l'homme en lui-même, comment se fait-il qu'il soit là, cet être aussi merveilleux? Bien sûr, il y a une évolution, mais quand même on peut se demander que, est-ce que l'évolution va expliquer cette machine magnifique qu'est l'homme? Je me pose des questions. Merci professeur, merci docteur Rousseau, merci père Julia. En tout cas, les médecins que vous êtes, professeur Schraub, docteur Rousseau, n'ont pas fini de s'étonner au fur et à mesure de cette émission. Vous allez maintenant faire la connaissance d'Anne-Marie Lyonnais. Anne-Marie Lyonnais est une femme qui, comme certains d'entre vous peut-être, a connu l'inacceptable. Un inacceptable, hélas, assez fréquent, la perte d'un enfant. Cela fait 10 ans maintenant qu'Anne-Marie Lyonnais a perdu sa fille Isabelle. Sa fille unique, décédée de leucémie à l'âge de 16 ans. Des années de révolte, de chagrin, de doute, auxquels se sont succédés peu à peu l'apaisement, la sérénité. Car ici, malgré les apparences, bien des choses ont changé. Même si le piano d'Isabelle est toujours là, à la même place, avec la dernière partition qu'elle a jouée. Anne-Marie vient souvent dans la chambre de sa fille. Elle y retrouve ses objets préférés et les poupées fanées du passé. Quand Isabelle est partie, tout d'abord j'ai vécu dans une sorte d'état second. Et puis un jour je me suis réveillée. Et alors là ça a été atroce. J'ai réalisé qu'elle était vraiment partie et qu'elle ne reviendrait pas. Alors ça a été vraiment le désespoir le plus total, la révolte, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça a duré quand même très très longtemps. Et des souffrances vraiment terribles parce que perdre une fille unique à 16 ans,
ça, c'est monstrueux. Enfin, au départ, je jugeais que c'était monstrueux. Et pourtant, quelque chose va rendre cette douleur supportable. Quelque chose d'extraordinaire. Tout a commencé lorsqu'une de ses amies lui prête enfin un livre dont elle lui avait beaucoup parlé. Un livre qui fait entrevoir à Anne-Marie l'espoir de retrouver Isabelle. Je crois que beaucoup de ces lectures lui ont permis progressivement de mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même et ce qui pouvait se continuer dans une relation étroite avec sa fille qui, j'allais dire, à la fin de sa vie, était comme passée à l'intérieur d'elle-même. Elle faisait une symbiose telle qu'il y avait une communication tellement étroite, infraverbale, sans besoin de mots, qui faisait que l'une et l'autre étaient ensemble. Anne-Marie ne s'est jamais intéressée au paranormal, mais ses amis ne cessent de lui parler d'un médium réputé à l'époque, Hélène Bouvier. Je rencontrais tellement de personnes qui me parlaient d'elle, qui m'ont prêté les livres. Pour moi, c'était bizarre. Je dis, il faut que j'essaie de la rencontrer. Entrez. Hélène Bouvier est très célèbre, et pourtant elle vit modestement. Presque tout l'argent qu'elle gagne, elle le donne aux orphelins d'Auteuil. Bonjour, madame. Je sais pourquoi vous êtes venue me voir. Vous avez perdu un être cher. Elle a commencé à me parler, mais alors elle m'a parlé pendant 2 heures. Hein. Et puis elle m'a parlé d'Isabelle, elle me dit, mais votre fille est à peine dégagée la première fois. Alors là, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais vous verrez, vous avez chez vous, vous aurez des signes de votre fille parce que elle veut absolument vous contacter. Alors vous avez chez vous un cadre posé sur une table basse. Cette photo en bras plat. C'est le signe de la présence de votre fille. Je me suis dit, tiens, c'est ce qu'elle m'avait dit, mais comme je doutais encore beaucoup, aussitôt j'ai rationalisé en disant, oui, ben ça c'est un courant d'air, et j'ai décidé de rencontrer Hélène Bouvier une 2e fois. Et là, elle me dit, vous avez le piano d'Isabelle avec un tabouret. Eh bien, laissez la poussière se déposer sur le tabouret, n'y touchez pas, et vous verrez un jour, il n'y aura plus un grain de poussière sur le tabouret. Votre fille cherche désespérément à entrer en communication avec vous. Et là, alors vraiment, j'ai vu le tabouret absolument lisse, sans un grain de poussière. Là, j'avoue que j'ai eu un choc très fort. Et puis, il me dit, quand vous êtes au calme le soir, prenez une feuille, prenez un crayon, laissez votre main très libre, essayez, et vous verrez, votre fille se manifestera. Alors, soir après soir, Anne-Marie s'assied à sa table et attend. Elle attend un message de sa fille. Pendant des semaines, elle espère, sans oser en parler à ses amis. Et enfin, un soir,
que je me suis posé des tas de questions en me disant que c'était mon subconscient, que c'était mon inconscient, que c'était mon désir de retrouver Isabelle. Et je demandais aux gens qui m'entouraient, si vous trouvez que j'ai un comportement bizarre, surtout dites-le moi, parce que j'avais peur de devenir folle pratiquement. Qu'est-ce qui vous amène D'abord, je voudrais... Je n'ai pas cru folle, Madame Lyonnais, car il n'y avait aucun élément de folie dans son discours. C'était quelqu'un uniquement empêtré dans sa douleur. Elle doutait, elle pensait que cette écriture, c'était quelque chose de son subconscient qui se traduisait en un mot, en écriture. Elle ne croyait pas que ça pouvait venir d'ailleurs. Elle ne sentait pas, elle ne croyait pas la présence de sa fille dans sa vie. Mais peu à peu, après 2 ans de doute, Anne-Marie sera convaincue. Les messages se multiplient et se font de plus en plus précis. Les mots hésitants du début ont fait place à de véritables phrases. Avec le temps, les lettres ont évolué. Elles ne s'adressent plus seulement à Anne-Marie, mais ont désormais une portée philosophique et spirituelle. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Je pense que ce phénomène s'est imposé de telle manière qu'elle s'est sentie peut-être plus heureuse, mieux dans sa peau, et qu'à un certain moment, elle a accepté cela comme une solution définitive. En sachant que jusqu'à sa mort, elle va recevoir des lettres de sa fille, qu'elle écrit, elle, en réalité, parce que rien ne prouve que ces lettres sont dictées, évidemment, par sa fille. Et c'est là que le problème se pose. Et plus les gens ont souffert d'un certain passé ou d'un certain présent, plus ils vont essayer de retrouver ce qu'ils ont pu être et les souvenirs des êtres qu'ils ont aimés. Anne-Marie est certaine que c'est bien Isabelle, sa fille, qui lui envoie des messages de l'au-delà. Elle va les réunir dans un livre. Quand l'écrivain Jean-Paul Sermonte prend connaissance de ce livre, il est très troublé. Lui aussi a perdu un être cher. Sa compagne Pascale, âgée de 28 ans. Il décide de rencontrer Anne-Marie. Quand je suis arrivé chez elle, nous avons beaucoup parlé, bien sûr. Je lui ai parlé de Pascale, qu'elle ne connaissait pas. Elle m'a parlé d'Isabelle, que je connaissais un peu mieux grâce à son livre. Et je l'ai vu tout d'un coup se lever. C'était extraordinaire parce que vraiment, alors là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un qui recevait un message de l'au-delà. Sa main filait sur le papier à toute vitesse. Elle a écrit 2 pages environ, puis point final, elle s'est levée, elle m'a attendu le message. C'était un message de sa fille. Mais Jean-Paul n'est pas convaincu. Il décide de mettre Anne-Marie à l'épreuve. Ensuite, j'ai voulu tendre un piège à Anne-Marie Lyonnais. Comme je collectionne des boîtes à musique, je lui ai téléphoné en disant « Anne-Marie, une boîte à musique s'est mise en marche chez moi sans que je la touche. Est-ce que vous pouvez demander si c'est Isabelle qui est à l'origine de ce phénomène ?» 2 jours après, nous recevons un message et Isabelle me dit « Pour la boîte à musique, Jean-Paul, ne t'inquiète pas, c'est bien nous et bientôt tu vas comprendre. » Et je me disais, mais pourquoi insiste-t-elle tant, puisque c'est flagrant, elle se trompait, j'avais tout inventé. Et pourtant, 3 jours plus tard, quelque chose d'étrange va se passer. Au moment où Jean-Paul s'apprête à donner à manger à son chien, il a une impression bizarre. Et puis, soudain... Et là, il m'a fallu très longtemps avant d'accepter.
Et puis, je dois avouer que là, j'ai rendu les armes, parce que non seulement il y a des preuves, mais il y a des choses dont je ne peux pas parler, parce que c'est intuitif. Maintenant, j'ai réellement l'impression, l'intuition que c'est Anne-Marie, naturellement, qui reçoit les messages, mais que c'est sa fille qui les envoie. Depuis, Anne-Marie Lyonnais a publié un 2e livre, et de nombreuses personnes lui écrivent pour poser des questions à Isabelle. Les lettres reçoivent une réponse, mais qui répond vraiment? Ces messages viennent-ils de l'au-delà? Avec nous, bien sûr, Anne-Marie Lyonnais, merci d'être venue, madame. Le docteur Pierre Courbin, qui est psychiatre, et une femme écrivain, Jackie Landreau-Valabrègue, qui a beaucoup étudié tous ces phénomènes de médiumnité, c'est ainsi qu'on les appelle, parce qu'il lui est arrivé à elle aussi une aventure analogue. Anne-Marie Lyonnais, on l'a vu au début du film, vous étiez très très sceptique. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus du tout, alors? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout sceptique. J'ai mis très longtemps, comme je le disais au début, parce que je suis quelqu'un de très rationnel, de très cartésien. Je suis très enracinée, et donc j'ai freiné pendant très longtemps. Au bout de combien de temps vous y avez vraiment cru? On me demande souvent à quel moment j'ai eu le déclic. Je ne peux pas dire qu'un jour j'ai eu le déclic, mais j'ai eu tellement de preuves, j'ai eu tellement de bouleversements dans ma vie que j'ai totalement accepté, et actuellement je suis absolument convaincue. Dans l'une de ces lettres, Isabelle vous dit qu'il y aura bientôt des preuves. De quoi s'agit-il et les avez-vous eues? Oui, j'ai eu les preuves, c'est-à-dire la preuve du cadre qui était tombé. J'ai eu la preuve du tabouret du piano dont on a parlé tout à l'heure, de la poussière du tabouret. J'avais aussi des petits attouchements, quelquefois les plantes qui bougeaient, mais je me disais toujours, c'est un courant d'air. Je cherchais toujours une explication rationnelle. Pouvez-vous nous expliquer dans quel état mental vous vous sentez quand vous écrivez sous la dictée d'Isabelle? Je ne me sens pas dans un état mental particulier. Disons que ce n'est jamais moi qui appelle. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est toujours une sorte d'impulsion, un appel, mais une impulsion. Et à ce moment-là, impérativement, il faut que je prenne une feuille et ma main part toute seule. Vous n'avez pas l'impression que vous contrôlez le mouvement de votre main? Pas du tout. Ma main part toute seule. Je ne sais pas ce que j'écris. Je n'ai pas le temps de penser. Et quand je remplis une page recto verso, et quand j'ai terminé, je dois être un peu fatiguée puisque je n'éprouve pas le besoin de lire tout de suite ce que j'ai écrit. C'est après, quand je lis la page, que me frappe le contenu, que me frappe le style, que me frappe les fautes d'orthographe, parce que bon, je n'en fais pas, et Isabelle en fait encore un peu, beaucoup moins. Et quelquefois, le contenu avec lequel moi, Anne-Marie, je ne suis pas d'accord. Alors, ça n'est pas mon écriture, ça n'est pas tout à fait celle d'Isabelle, mais c'est plutôt celle d'Isabelle. Vous êtes le média d'Isabelle, quoi. À quand remonte son dernier message? Pardon? À quand remonte son dernier message? Oh, il y a peut-être 2 jours. Et qu'est-ce qu'elle vous disait? Ce sont des messages maintenant qui sont adressés à une personne, souvent, mais qui touchent tout le monde. Et ce sont des messages, disons, de conduite de vie, de ce que nous devons faire actuellement pour bien mener cette vie. Ce sont surtout des conseils. Est-ce qu'Isabelle vous a parlé de cette émission? Oui, un petit peu avant, en me disant que c'était une bonne émission et que je pouvais venir tranquillement. Elle ne vous a pas mis en garde, non? Pas du tout. Non. Pourtant, elle vous met en garde dans certains de ses messages contre la pratique du spiritisme. Pourquoi? Ah oui, mais ça, c'est tout à fait différent. Ça, la pratique du spiritisme, ce sont les tables tournantes, c'est le Ouija. Ça, elle met beaucoup en garde parce qu'elle dit que ça peut être extrêmement dangereux. Déjà, pour des adultes, ça peut être très dangereux. Et pour des jeunes, encore plus. Là, oui, elle met très en garde contre les séances de spiritisme. Mais ça n'est pas du tout la même chose. Alors, docteur Courbin, si Anne-Marie Lyonnais poussait la porte de votre cabinet et qu'elle vous racontait tout ça, qu'est-ce que vous en penseriez? Avant d'en penser, je l'écouterai avec attention.
Parce que, comme médecin, on a l'habitude de traiter d'abord de la souffrance avant d'essayer de comprendre les choses. Et je ferai déjà très attention à ma manière d'intervenir devant un discours qui, a priori, est assez extraordinaire. Et au XIXe siècle, ce genre de stratégie d'écriture automatique était relativement à la mode. Je donnerai comme exemple Flammarion, le frère légèrement cadet du Flammarion bien connu, qui était aussi un très grand astronome, avait écrit une forme de genèse en étant persuadé que cette écriture venait de l'au-delà. Et à l'époque, disons, personne n'a pensé qu'il avait des problèmes mentaux, car il est toujours resté un scientifique de grande réputation. Cependant, docteur, on ne peut pas évidemment pas vous demander de nous dire je crois à la réalité objective d'Isabelle dans l'au-delà, parce que c'est vraiment un acte de foi en quelque sorte. Mais quand même, pour le psychiatre que vous êtes, vous avez vu des êtres humains faire avec l'inacceptable et trouver en eux des ressources extraordinaires. Alors est-ce que cette remarque peut s'appliquer à Anne-Marie Lyonnais? Je crois qu'à priori, devant un comportement, disons, anormal, quand on est médecin, on essaie d'abord de vérifier deux choses. S'il s'agit d'une adhésion totale au phénomène ou s'il s'agit d'un petit peu d'imaginaire. À l'évidence, nous avons discuté dans les couloirs, bon, il ne s'agit pas du tout d'imaginaire, mais d'un phénomène qui, elle l'a bien expliqué d'ailleurs dans le reportage, au début, lui paraît tellement étranger qu'elle s'y refuse, qu'elle est rationnelle, qu'elle essaie par tous les moyens d'échapper, et puis ce phénomène se construit dans son comportement au point d'être quasiment considéré comme naturel. Bon, et ça, c'est assez intéressant, parce qu'il y a deux attitudes, au fond, qui consistent à dire, puisque ce n'est pas possible, ça n'existe pas, donc on peut donc penser que cette personne... Anne-Marie Lyonnais se joue elle-même un subterfuge, elle-même, sans s'en rendre compte. Ou autre hypothèse, quand on sait que ses travaux... Bon, Victor Hugo s'est amusé à faire des choses un petit peu étonnantes via son frère, son fils qui servait de médium. Donc on sait que ce ne sont pas des attitudes dont les êtres humains n'ont pas essayé de tenter ces expériences. Donc si on exclut le subterfuge, quelque chose qui serait peu convenable, alors on est devant un fait troublant. Comment se fait-il que quelqu'un se mette à écrire en dehors de son champ de volonté? Pourquoi Anne-Marie Lyonnais et pourquoi pas toutes les femmes qui sont dans son cas? Vous avez une réponse à cela? Pourquoi moi? Je pense, mais là ça va paraître peut-être prétentieux, mais ce qu'elle me dit, c'est que à travers ces messages, je mets entre guillemets, j'ai une mission à transmettre. C'est-à-dire que je dois les publier pour essayer d'aider les autres. Et pour preuve, je dirais que les répercussions que ces messages ont eues auprès des jeunes sont vraiment extraordinaires. Les jeunes ont adhéré d'une façon très très forte et ça m'a beaucoup touchée. J'ai été invitée dans un lycée avec des élèves de terminale qui avaient tous le livre à la main et qui étaient passionnés parce que je pense qu'ils ont besoin de s'évader un peu de ce monde matérialiste. Jackie Landreau-Valabrègue, vous écrivez depuis très très longtemps, vous écriviez des livres pour enfants, puis un jour il vous est arrivé une histoire analogue. Voilà, je faisais de la littérature enfantine, après ça j'ai fait du roman, et puis alors à un moment donné auquel rien ne pouvait me faire supposer qu'il allait m'arriver cette aventure, ce qui m'est arrivé est un véritable, je dirais, polar ésotérique. Vous pouvez nous le raconter brièvement, le contact avec votre père décédé? Voilà, alors tout a commencé par une séance rue des Gâtines, une séance spirit et publique, au cours de laquelle la médium m'a dit que mon père, d'abord elle m'a décrit mon père, elle m'a donné son prénom, elle m'a dit qu'il avait des révélations à me faire, et elle m'a donné la lettre A comme guide. Bon, à l'époque, ça m'a paru complètement... loufoque. Complètement loufoque. Et cette femme qui avait 96 ans a commencé à faire de l'écriture comme Anne-Marie Lyonnais. Et j'ai eu une cinquantaine de pages de messages qui avaient un premier degré et un deuxième degré. Là, je m'explique. Le premier degré, il était complètement le roman policier. Il fallait que j'aille chercher des documents dans notre ancienne propriété qui a été vendue quand j'avais l'âge de 2 ans. Et il voulait que je relie les liens avec ma famille de Louisiane, puisque nous sommes originaires de Louisiane. Et il m'indiquait au fur et à mesure que ces documents se trouvaient dans un four à pain.
votre histoire, elle est très très longue. Moi, je l'ai lue. D'ailleurs, elle ne réussit pas, puisqu'à la fin... Si, elle réussit. Elle réussit très bien. Je retrouve les documents, non pas dans le four à pain, oui, mais dans un endroit où qu'il m'avait quand même indiqué. Je retrouve une histoire qui se passe effectivement en Amérique. Et en fait, elle ne réussit pas parce qu'il faudrait faire un procès en Amérique. Parce que la médium qui était l'intermédiaire, en quelque sorte, de votre père, est décédée. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus jamais eu de message. Je voudrais me tourner maintenant vers l'ami écrivain d'Anne-Marie Lyonnais, Jean-Paul Sermonte, qui est là, et dont on a vu le scepticisme au tout début du film consacré à Anne-Marie Lyonnais. Vous aussi, maintenant, vous ne doutez plus de rien? Non, je ne doute pas. Et est-ce que vous continuez à avoir des nouvelles de Pascal par l'intermédiaire d'Anne-Marie Lyonnais? Oui, régulièrement, environ 2 fois, 3 fois par semaine, quelquefois. Et vous la consultez donc fréquemment? Oui. Là, nous nous fréquentons, nous nous téléphonons souvent. Et les messages qui arrivent sont de plus en plus élevés spirituellement. Est-ce que ça vous aide à vivre? Oui. Oui, mais il faut que je dise que je suis tout à fait sincère et que je n'ai pas besoin de messages pour vivre. Si les messages n'existaient pas, je vivrais quand même. Mais j'ai voulu, dès le départ, avoir des preuves parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en pleine illusion. Et moi, j'ai besoin d'avoir quelques preuves pour savoir si vraiment ces messages sont authentiques. J'ai eu ces preuves, comme je ne suis pas un être borné, je n'ai pas besoin d'être gavé de preuves. Maintenant, je crois. Est-ce que vous avez essayé, vous, d'entrer en contact directement avec Pascal? Non, pour le moment, je n'ai pas besoin, je ne sens pas ce besoin-là. Mais il faut dire que, bon, il y a ces messages qui arrivent, et puis ces messages, vous savez, me donnent vraiment la certitude que la mort n'est pas le néant. Je suis sûr à présent qu'il y a une vie après la mort. Je suis sûr que la mort... Avant, vous doutiez? Oui. Je suis sûr que la mort est un simple déplacement d'existence et qu'il y a des gens comme Anne-Marie Lyonnais, qu'il y a des gens comme certains médiums, entre autres Jeanne Moragnier ou Monique Simonet, à qui j'ai demandé la confirmation de l'authenticité des messages. Il y a des gens qui sont capables de capter des messages, des gens qui ont disparu, qui sont passés de l'autre côté. Merci Jean-Paul Sermonte. En tout cas, ne nous quittez pas, restez avec nous, nous allons nous retrouver dans quelques instants. Le ki, une énergie fabuleuse dont la tradition orientale parle depuis 6000 ans. Une force qui permet de tuer, mais aussi de guérir. Est-ce que nous la possédons tous? Un rocher au milieu de l'océan Pacifique, isolé du monde pendant plus de 10 siècles. L'île de Pâques. Quels sont les secrets que gardent encore ces gigantesques statues? Cette maison de Saint-Quentin aurait pu être la maison du bonheur pour Lucie et Jean-Marc. Mais un jour, les murs se sont mis à saigner. Action 2 existe aussi en liquide. Et il y a toujours un assouplisseur. Perrette, les pattes et le pot de brie d'hélice. Légère et court-vêtue, Perrette allait à grands pas mitonner un festin sur un air de Tosca. Brie d'hélice allégé, une envie, un délice. I don't know who's to blame. Was it me or the night? Les Pyrénéens offrent les frappés. Je m'appelle Moldor, dégustation, je suis moelleux, je suis fruité. Dès qu'on me voit, je fais sensation, tout le monde pense qu'à me déguster. Sur le plateau, on ne veut que moi dès que j'apparais. Excusez-moi, je dois vous quitter. Moldor dégustation, toi aussi? Si je t'attrape, je te mords. Le nouveau riz du cru, cuit en 10 minutes. Vous avez 10 minutes et pas une de plus. 10 minutes pour un riz très long grain à teneur garantie en vitamines, en gourmandise et en vitalité. 10 minutes et pas une de plus. Bienvenue Lustu Cru. Señorita, por favor, pasa por aquí, tenga la bondad, pase, venga, venga. Pégate a la pared, abre las piernas, voltéate.
Tout Nana en quelques millimètres, c'est la nouvelle Nana invisible. Incroyablement mince et pourtant ultra performante grâce à son voile et à ses clips. Nana invisible, avouez qu'elle porte bien son nom. Il n'y a pas 3 chiens qui se ressemblent. Pour Tom, le père tranquille, le repas idéal, c'est Friskies équilibre. À chaque chien son Friskies. D'instinct, c'est Friskies. Qui aurait l'idée d'acheter une voiture coréenne? Hyundai, vous avez tout compris. Le jambon d'Aoste, signé Aoste. Votre saucisse sèche est ici, archiduchesse. Est-elle sèche, assez sèche? Certes, archiduchesse. Mais pas archi-sèche. C'est sûr, archiduchesse. Cette saucisse-ci a su sécher sans s'assécher. Certes. La juste sèche, elle est sèche, juste sèche. Tout petit déjà, l'homme apprend que manger est un plaisir. Voilà pourquoi Président fait un vrai camembert normand, un camembert franc, généreux. Tous les jours, Président se souvient que manger est un plaisir. Président. Là-bas, une Hyundai est garantie 3 ans ou 100 000 km. Ici aussi, Hyundai, vous avez tout compris. Un attimo, allora io ieri sera t'ho telefonato. Facciamo una cosa, guarda. Posso sentire queste stupide? Dammi toccare, tocca! Sono stufa dei tuoi giochetti! Ma io parlo dei Giro sempre di parlare, ma chi te l'ha detto? Che fa? Quello chi è? Chi è quello là? Capito quello che... che parla! Votre peau redoute la vaisselle? Ah oui, mes mains ont horreur de ça. Ma peau est tellement sensible. Mais j'ai découvert quelque chose de très surprenant. C'est le nouveau Palmolive Sensitive Skin pour la vaisselle. Un liquide transparent qui limite les risques d'agression sur les peaux sensibles. C'est prouvé par les tests dermatologiques. Pour le résultat, pas de problème. Sensitive Skin s'en occupe très bien, tout en préservant l'essentiel, mes mains. Nouveau Palmolive Sensitive Skin. Les mains sensibles y sont très sensibles. Et toujours Palmolive Vaisselle. Des histoires toujours aussi incroyables, toujours aussi spectaculaires, mais toujours aussi véridiques. Et notamment avec l'histoire qui va suivre maintenant. Cette histoire, c'est l'histoire d'Albert Palma, et c'est par cette histoire que vous allez découvrir ce que c'est que le ki. Depuis des siècles au Japon, certaines écoles transmettent la grande tradition des arts martiaux. Secrètement, des maîtres y enseignent à de rares disciples les techniques du combat. Descendants des samouraïs, ces grands maîtres travaillent la force, la souplesse, la rapidité et la concentration. Tous parlent d'une énergie fabuleuse, capable de tuer ou de guérir. Une énergie impalpable que les Japonais appellent le ki. Le ki, c'est quelque chose qui sort de l'homme, un peu comme son atmosphère. C'est aussi l'énergie qu'il y a partout dans la nature. Mais avant tout, c'est quelque chose de tellement grand que c'est peut-être un peu tôt pour en parler à l'humanité. Pour Albert Palma, l'histoire du ki commence en 1975, lors du tournage d'un film de Franck Cassanti, L'Affiche rouge. Palma est acteur et joue le rôle d'un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Attention, le cracheur de feu, il se prépare. Derrière, on va répéter. Pour une scène du film, le réalisateur fait appel à un cracheur de feu professionnel. La flamme doit lui permettre de préparer un effet spécial. L'équipe fait alors des essais. Une seule flamme ne suffit pas pour l'effet attendu. Albert Palma, qui n'a jamais tenté ce genre d'exercice dangereux, se propose d'aider le cracheur de feu.
répétition, Albert apprend à propulser de sa bouche le pétrole enflammé. La technique est périlleuse pour un débutant, et là, c'est l'accident. Après ce drame, Albert Palma est traité d'hôpital en hôpital. Son état est très grave. Il a l'estomac rongé par le pétrole et les poumons gravement brûlés. Le moindre effort devient alors épuisant. Les examens médicaux le déclarent invalide à 75%. Après une hospitalisation qui a duré un peu plus d'un mois, je crois, j'étais vraiment très mal de toute façon. Et puis bon, là, je devais traîner de sanatorium en sanatorium. Et il était urgent pour moi de trouver une sorte de renouveau, quoi. Et puis je voyais que je dépérissais. C'est une amie qui est japonologue, qui m'a dit, écoute, dans l'état où tu es, il faut tout essayer. Albert Palma arrive au Japon, désespéré et mourant. Il y rencontre des maîtres d'arts martiaux. Pendant des années, il travaille les techniques de respiration et de maîtrise du corps, qui peu à peu vont lui rendre la vie. La notion d'arts martiaux, de ki, tout ça m'était absolument étrangère. Et j'avais encore moins d'idées. Et donc, aucun a priori, je veux dire, en ce qui concerne l'approche d'un maître. À force de travail, de discipline et de maîtrise, Albert va découvrir le ki, cette énergie subtile que captent les maîtres et leurs disciples dans des étranges exercices d'arts martiaux. L'un des maîtres les plus vénérés au Japon est Maître Aoki. Des guérisons tout à fait spectaculaires. Ceci étant dit, je crois qu'il ne faudrait pas dissocier, quand on parle du ki en termes d'énergie, le patient, le maître ou le thérapeute, d'un environnement adéquat. Tout au long de cette ronde énigmatique, les disciples sont les canaux de l'énergie. Au centre, le maître reçoit et renvoie le ki. Les mains levées comme des antennes, les disciples tentent de capter la force et de manipuler l'invisible. Certains maîtres arrivent à maîtriser le ki d'une façon étonnante. Nous travaillons la respiration, nous concentrons notre travail sur un objet. À partir de ce moment-là, comme il dit notre maître, qui nous entraîne à nous, les yeux ne sont faits pas pour voir, mais c'est pour entendre. Nos véritables yeux sont donc notre esprit. C'est l'esprit qui est ce qu'on appelle la source de travail, et nous utilisons à travers ça le ki pour contrôler totalement le système nerveux. Maître Tong a été initié aux arts martiaux au Vietnam, où les écoles de sabre entraînent les disciples à se battre dans le brouillard sans voir l'adversaire. Seule la sensibilité au ki les dirige. Une équipe de scientifiques a mesuré la vitesse de frappe de Maître Tong. 100 km/h. Pourtant, à cette vitesse, les yeux bandés, il contrôle parfaitement son sabre et peut l'arrêter net. Donc jusqu'où peut aller le ki? Le ki, comme il est actif, il peut aller très loin dans le positif et il peut aller très loin dans le négatif. Les gens qui sont des spécialistes des arts martiaux peuvent, à la limite, détruire leur adversaire ou par un cri ou par une force qui n'est pas une force rationnellement identifiée au sens
mécanique ou scientifique. Je veux dire qu'on a la force d'un cri. Pourquoi un cri paralyse ou fait tomber quelqu'un? C'est pas évident. Nicolas Loumi est champion de France de force athlétique. Il peut soulever 280 kilos et Maître Tong n'en pèse que 63. Maître Tong va utiliser la force de son adversaire en plaçant ses mains en deux endroits bien précis. Par ces deux points, il récupère le ki de l'athlète et se rend plus lourd. Malgré tous ses efforts, Nicolas Loumi ne peut pas le soulever. Au début, il est très léger, et puis après, s'être concentré, il devient de plus en plus lourd. Il est impossible à décoller pratiquement. Il y a des végétaux qui peuvent manifester du ki, d'après les spécialistes. Il y a des animaux aussi qui sont des animaux plus ou moins énergétiques. Donc le ki n'est pas la propriété de l'être humain. Le ki, c'est quelque chose dans la nature qui est lié aux êtres vivants. La science a trouvé un moyen de photographier le ki. Ce procédé qu'on appelle électrographie met en évidence l'énergie qui se dégage de tout être vivant. Les médecins spécialistes peuvent même y lire l'état de santé de la personne photographiée. Ce principe physique fonctionne sur tout être vivant, même sur une pomme. Disent tout simplement que la chose la plus extraordinaire, la plus belle manifestation du ki qui soit, c'est le fait que l'on soit vivant, que l'on vive. 10 ans après son accident, Albert Palma est rentré en France bien vivant. Celui à qui la médecine avait interdit tout exercice physique est maître d'arts martiaux et enseigne à son tour la tradition du ki. Le ki est à tout le monde, c'est comme l'eau qui est au poisson. Maintenant, bien entendu, nous avons, oui ou non, la chance d'avoir quelqu'un qui nous guide dans le chemin de recherche et de travail sur l'énergie, c'est-à-dire sur le ki. Quelle est cette énergie que tout le monde possède, mais que très peu maîtrisent? D'où vient le ki, dont la tradition orientale parle depuis 6000 ans et que la science occidentale commence à peine à saisir? Une force qui peut tuer aussi bien que guérir. Albert Palma, comment ça va? Vous êtes guéri? Bien, très bien, merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les blessures ou les handicaps que vous avez eus après votre accident? Je les ai toujours, mais je les supporte allègrement. Sinon, la médecine vous avait promis quel avenir? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, bon, on s'était penché doctement et d'une façon assez morose sur mon cas. Donc plutôt que de dire que le ki vous a guéri, donc le ki vous a appris à faire avec vos handicaps. À faire avec, beaucoup plus. Mais alors, quelle idée vous a pris de partir au Japon? À cette époque-là, je n'avais pas eu l'idée de Lourdes. Et puis donc le ciel m'a envoyé une petite lettre d'une amie japonologue qui venait du Japon et qui m'a dit que justement, peut-être que ici, au Japon, il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose pour toi. Il faut tenter un essai. De toute façon, dans l'état où tu te trouves, il faut tout essayer. Alors c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et vous avez rencontré là-bas Maître Aoki. Et j'ai donc rencontré Maître Aoki. Il était nécessaire d'y rester 10 ans? Il vous a fallu 10 ans pour retirer tous les bénéfices du ki? Pour en retirer les bénéfices, il a fallu quand même beaucoup moins de temps que ça. Mais c'est une étude assez large qui englobe toute une vie. Et donc j'ai pensé donc m'enrichir en continuant mon contrat japonais. Et ça a duré donc 10 ans exactement au Japon. Et vous êtes rentré en France, pourquoi? Je suis rentré parce que j'avais l'impression d'avoir fait ma boucle. Et puis j'avais envie de retrouver mon pays, puis aussi de partager cette expérience-là avec quelques amis. Voilà. Docteur Requena, vous, le ki, vous l'utilisez plutôt comme une technique de santé et de longévité. C'est ce que vous expliquez. Vous êtes l'un des vulgarisateurs du ki en France, mais du ki utilisé pour être en forme, pour bien se porter. Est-ce que tout le monde a le ki?
Ah oui, bien sûr, sinon si une personne n'avait pas de ki, elle ne serait pas vivante selon les théories de la médecine orientale. Cette théorie de la médecine orientale est à peu près la même qui supporte celle des arts martiaux, de l'acupuncture, de la médecine chinoise dans son ensemble. Mais l'utiliser, c'est difficile? C'est un jeu d'enfant. En fait, nous ne l'utilisons pas parce que nous ne savons pas comment faire, mais c'est à la portée de tous. Et c'est ce que nous essayons d'enseigner. C'est un jeu d'enfant, mais Albert Palma a quand même mis longtemps. Ah oui, mais Albert Palma était très malade. Je ne dis pas que c'est un jeu d'enfant de guérir d'une grave maladie. Bon, alors vous êtes médecin avec tous les titres de la médecine officielle, et l'autre jour, on parlait ensemble au téléphone pour préparer cette émission, et vous m'avez dit, mais moi je suis un rationaliste fougueux. Alors ça vous pose pas de problème, le ki? Non, pas du tout. J'essaye de façon fougueuse de comprendre scientifiquement ou rationnellement ce qui se passe au niveau de l'énergie, au niveau de ce que les Chinois appellent l'énergie, ou le chi en chinois, le ki en japonais. En réalité, je partage cette fougue avec beaucoup de chercheurs scientifiques dans le monde entier, et notamment en Chine et au Japon, où, si vous voulez, les experts qui pratiquent ce type d'art, que ce soit d'art martial, comme le Shintai-do ou le Tai Chi Chuan, ou bien le Qigong, c'est cette maîtrise de l'énergie, qui est une forme de gymnastique pour bien se porter ou pour récupérer de sa santé, ces experts, lorsqu'ils sont à un haut niveau de pratique et de maîtrise, un peu comme ceux que nous venons de voir dans le reportage, sont actuellement expertisés dans les laboratoires médicaux et scientifiques dans les grandes villes de Chine et aussi du Japon. Et bien, je partage cette fougue de la recherche, si vous voulez, pour essayer de comprendre ce qui se passe biologiquement, physiologiquement chez ces personnes qui travaillent l'énergie. Bon, vous êtes médecin, moi je suis malade, j'ouvre l'annuaire, je trouve votre nom, je viens vous voir, j'ai une sinusite ou j'ai une sciatique. Qu'est-ce que vous faites? Vous me prescrivez des médicaments, vous me faites faire la figure de l'ours, comme j'ai vu dans votre livre? Non. Disons que d'abord je suis un médecin particulier, dans le sens où j'exerce l'acupuncture. Donc il faut que la pathologie qui est concernée, pour laquelle la personne consulte, réponde à l'acupuncture. Ensuite, si vous voulez, j'applique mon traitement où je prescris plutôt des plantes que des médicaments chimiques. Et puis, lorsque la pathologie assez précise répond à un exercice de Qigong, un exercice physique pour pouvoir soi-même arriver à améliorer sa santé, alors je l'enseigne. C'est difficile, cette gymnastique. Est-ce que vous pouvez nous montrer, par exemple, moi j'ai été très frappé par la figure de l'ours parce que j'ai des lombalgies chroniques. Est-ce que vous pouvez nous faire l'ours, je m'excuse? Non, je ne vais pas vous faire l'ours parce que je vais vous en faire un autre. Lequel? Parce que je vais vous faire la position de l'arbre parce que c'est la plus importante. Vous pouvez garder le micro ou, non, je pense ou en nous commentant? Non, c'est pas la peine. Alors, c'est la position de... La position de l'arbre. Et qui sert à guérir quoi? Je vous le dirai. D'accord. Alors, le docteur Requena fait la position de l'arbre, dont il nous dira ensuite à quoi elle sert, quelle maladie elle peut guérir. Et ça dure apparemment assez longtemps, alors, de faire l'arbre. Vous l'avez fait en durée réelle, là? Il y a des arbres centenaires. Oui, non, mais vous l'avez fait en durée réelle ou il faut le faire très longtemps, cette position? Il est conseillé, pour avoir de véritables résultats, de la garder un quart d'heure, voire 30 minutes, voire pour les grands experts d'arts martiaux. Et je suis sûr que Albert Palma le sait, alors, il a 1 heure. Et c'est censé guérir quoi, l'arbre? Alors, cette position est très importante dans le Qigong, car c'est une position de base pour renforcer l'énergie vitale. Où, quand, comment peut-on pratiquer le Qigong? Oui, c'est assez facile parce que maintenant le Qigong, et on s'est battu les quelques pionniers en France qui s'intéressaient au Qigong, maintenant le Qigong commence à être répandu. Il est possible par exemple d'avoir l'adresse à travers des différentes fédérations ou à travers notre institut, l'adresse de différents professeurs qui enseignent aussi bien à Paris qu'en province. Est-ce que je blasphème si je dis que ça ressemble à du yoga? Non, vous ne blasphémez pas, je respecte beaucoup le yoga puisque... C'est dans la continuité, quoi. Tout à fait. J'étais moi-même yogi avant de commencer ma médecine. Et quels sont vos rapports avec la médecine, je dirais, traditionnelle, officielle? Absolument merveilleux. J'enseigne l'acupuncture à la faculté de médecine de Marseille et les rapports avec les collègues sont excellents dans le sens où, si vous voulez, tout le monde recherche, lorsque tout le monde recherche avec sincérité et respect le bien du malade. Bon, Albert Palma et Yves Requena, je vous présente quelqu'un que vous connaissez peut-être, Michel Audifrin. Michel Audifrin est chercheur au CNRS. C'est un scientifique, et c'est un scientifique qui s'intéresse au sport en scientifique. Alors déjà,
ça mérite une explication. C'est quoi avoir une approche scientifique du sport? C'est la biologie, l'anatomie, etc., non? Oui, il y a donc tout ce qui est physiologie de l'effort, mais il y a aussi tout ce qui est la psychologie du sport, qui est un domaine important. Il y a aussi, toutes les approches sont utilisées pour faire progresser les performances sportives. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, le coup porté à distance? C'est absolument incompréhensible. Alors, sur les coups portés à distance, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Est-ce que c'est un psychisme qui joue sur un psychisme, ou est-ce que c'est un psychisme qui joue sur de la matière? Donc selon que on aborde le problème d'une façon ou d'une autre, c'est pas du tout la même chose. C'est tout aussi compliqué. Un psychisme sur un autre psychisme, ça peut être du domaine de la psychologie sociale. Télépathie. Oui, ou bien de la suggestion, des mécanismes de suggestion, d'hypnose, oui, mais qui sont utilisés dans des arts martiaux comme les témoins, le ninjutsu, les témoins qui ont reçu ce fameux coup porté à distance, ils disent tous qu'ils ont ressenti quelque chose, comme un vrai coup, comme s'il y avait eu contact. Oui, mais je ne conteste pas du tout ce qu'ils ont pu ressentir. Parce que, si vous voulez, on raisonne avec notre matière comme si on était dans un scaphandre. Mais en réalité, si vous voulez, à partir du moment où on commence à toucher le domaine de l'énergie, les frontières ou les limites d'un corps physique sont beaucoup moins denses. Donc, quand on parlait tout à l'heure de l'émission de l'énergie, vous l'avez dit, de l'arrêt à distance, mais les Chinois se sont amusés, si je peux dire, à voir qu'est-ce qui sortait de la main des experts qui soignaient ou des experts qui repoussaient les adversaires. Et physiquement, scientifiquement, ou dans le domaine de la physique, il y a des messages de nature électromagnétique, donc on pense magnétisme, électromagnétique, mais pas seulement, de nature infrarouge aussi, et de nature même laser. Donc c'est tout un domaine inexploré, et on s'aperçoit finalement que l'homme n'est pas enfermé dans une peau très dense, comme un scaphandre opaque, mais qu'il y a une osmose et la possibilité à la fois de se nourrir du milieu environnemental ou bien d'émettre dans l'environnement un message, une émission, soit d'ordre martial pour se défendre et faire la bulle autour de soi, soit d'ordre thérapeutique pour soigner l'autre. Bien, messieurs, je vous remercie. Vous me laissez assez perplexe, mais je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent vont se mettre, qui sait, au Qi ou au Qigong. Merci, messieurs. Maintenant, je vous propose de partir, et de partir en plein océan Pacifique pour aborder au rivage d'une île qui est par excellence l'île mystérieuse. Je veux parler, bien sûr, de l'île de Pâques. L'île de Pâques qui commence, certes, à nous livrer peu à peu quelques-uns de ses secrets, grâce notamment au progrès de la science, mais il n'empêche que l'homme, toujours, je crois, continuera de rêver à ce rocher perdu en mer et à ses statues colossales. Un des lieux les plus mystérieux de notre planète est une petite île perdue dans l'océan Pacifique. Un îlot au paysage désolé, l'île de Pâques, qui fascine les voyageurs depuis sa découverte au XVIIIe siècle. Un lieu étrange que les indigènes appellent l'île des yeux dans le ciel. Que sait-on vraiment de cet endroit au passé mystérieux que les anciens nommaient aussi le nombril de notre pays? De récentes découvertes remettent en cause certains mystères de l'île. La science a mis à jour de nouvelles pistes. Allons-nous pouvoir enfin percer le secret de ces gigantesques statues? Il y en a près de 700, réparties sur cette île qui est l'endroit le plus isolé du globe, à 4000 km de toute côte et qui fut coupée du monde pendant des siècles. On sait que toutes les statues étaient extraites d'un seul volcan. De multiples cavités témoignent du travail acharné des sculpteurs. Les colosses taillés en plein bloc dans la roche volcanique mesurent entre 3 et 10 mètres et pèsent, selon les estimations, entre 20 et 80 tonnes. De là, les statues étaient acheminées tout autour de l'île. Mais comment ces géants de pierre taillés dans une roche fragile ont-ils été déplacés? Depuis ce volcan, il a fallu parcourir parfois plus de 25 km sur un terrain accidenté, contourner des collines et d'autres volcans. Lors de sa découverte, il n'y avait pas d'arbres sur l'île, et donc aucun moyen de fabriquer des rondins ou des leviers. Étaient-ils transportés par bateau? Ces falaises sont des obstacles insurmontables. La tradition, l'histoire le disent. Mon grand-père me l'a dit. Les statues se déplaçaient toutes seules. Comment? En volant ou en marchant? Je ne sais pas.
On m'a toujours dit dans le temps que les statues marchaient. Si vous voulez dire que je suis fou, allez-y. Depuis des générations, ce que l'on affirme dans l'île, c'est que les statues bougeaient grâce à une force paranormale, le mana. Le mana est un terme qui se laisse difficilement enfermer dans une formule étroite. Néanmoins, si on le traduit du polynésien, c'est le mot pouvoir qui ressort. Ce pouvoir est évidemment un pouvoir spirituel, irrationnel, tant pis pour Descartes, exceptionnel, qu'avaient certains êtres ou des objets. Los moais se embarazaron, caminarse con el poder mana, el moai camina. Les statues se déplaçaient, marchaient grâce à un pouvoir magique, le mana. Les statues marchaient comme ça, parce qu'elles n'ont pas de jambes. Elles vont comme ça, en pivotant. Quel est ce pouvoir extraordinaire que les anciens auraient possédé? Le mana serait donc une force de concentration si puissante qu'elle aurait pu déplacer des statues de plusieurs tonnes. Certains initiés auraient-ils possédé des dons électromagnétiques? Et c'est en réunissant leurs énergies qu'ils pouvaient ordonner aux géants de pierre de marcher et de se placer sur leurs autels respectifs? Les 2000 Pasquans qui vivent aujourd'hui sur l'île en sont persuadés, et certains tentent de retrouver le pouvoir oublié de leurs ancêtres. Ils se réunissent dans des grottes ou alors vont seuls pour se concentrer. Car ils sont sûrs qu'ils possèdent encore une parcelle de ce mana extraordinaire qui permet de déplacer des objets à distance par la seule force de la pensée. À 4000 km de là, à Santiago du Chili, dans l'arrière-boutique d'un bazar ésotérique, les membres d'une secte se réunissent régulièrement lors de séances collectives pour s'exercer à déplacer des petites statues sans les toucher. Mais le chemin pour retrouver la force de leurs ancêtres est long, et l'énergie qui fait bouger cet objet semble bien faible comparée à celle qu'il faudrait pour déplacer les colosses de l'île de Pâques. Ce qui est sûr, c'est que depuis sa découverte, l'île de Pâques a intrigué et divisé les chercheurs. À la fin du 19e siècle, le roi de l'île, ainsi que son fils et les initiés qui détenaient les secrets de la culture ancestrale, ont été capturés par des esclavagistes et ils sont morts au Pérou. Depuis, on écrit des livres, on élabore des théories, on cherche à savoir comment, sur cette terre presque sans végétation, étaient transportés les géants de pierre. Les raisonnables prônent un système de cordage qui aurait fait pivoter les statues. Les plus imaginatifs préfèrent penser que des extraterrestres les auraient fait descendre de leur vaisseau spatial. Plus sérieusement, en 1960, un archéologue américain, Phil Mulloy, fait l'expérience de redresser des statues au moyen de rondins d'eucalyptus tirés par des bœufs. Mais il faut signaler qu'il n'y avait ni eucalyptus ni bétail sur l'île à l'époque où les statues étaient extraites du volcan. On a dit tout et n'importe quoi sur l'île de Pâques. Et on a dit tellement de choses. L'île de Pâques, c'est un endroit qui défie toujours l'imagination des chercheurs. Des scientifiques du monde entier se sont mobilisés et l'on commence à entrevoir des réponses. En 1983, un botaniste anglais étudie le sol de l'un des volcans de l'île. Il analyse des échantillons de pollen anciens et constate qu'une forêt prospérait jadis ici. Puis, des spéléologues français découvrent des graines de palmiers géants. Pour les chercheurs, c'est l'émerveillement. La découverte la plus extraordinaire de ces dernières années, c'est la mise en évidence
sur l'île de Pâques d'un palmier qui pousse actuellement au Chili. Et ce palmier, qui peut atteindre des hauteurs de jusqu'à 20 mètres, pour des diamètres de tronc de presque 1 mètre à 1 mètre 50 de diamètre, couvrait l'île de Pâques. Et donc il faut imaginer que sur cette petite île, il y avait quand même des matériaux susceptibles de procurer ce qu'il fallait pour fabriquer des plateformes roulantes, des leviers, enfin tout le matériel nécessaire au transport des statues de l'île de Pâques. Tous les arbres qui existent actuellement sur l'île ont été plantés au début du siècle. Mais les récentes découvertes des scientifiques semblent donc prouver que par le passé, l'île était boisée et que cette forêt a disparu depuis. En principe, il est vrai que ce type d'arbre aurait pu être utilisé pour transporter les statues. Mais on n'a aucune preuve concrète que c'était le cas. On ne sait pas si ça s'est passé comme ça ou non. Malgré ces découvertes, on en reste aux hypothèses et les avis sont partagés. Et si pour nous, il est difficile d'admettre que les statues survolaient les collines, pour les Pascuans, les théories des chercheurs ne changent rien. Ils sont sûrs que les statues étaient déplacées grâce au mana. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui pensent que Moïse a traversé la mer Rouge en faisant s'écarter des flots. C'est tout à fait respectable. Si des gens pensent qu'on peut transporter une statue en pierre par la simple volonté, c'est une question de foi uniquement. S'il y avait une forêt auparavant, pourquoi a-t-elle disparu? Que s'est-il passé? Les dernières statues datent de la fin du XVIIe siècle et beaucoup d'entre elles ont été brisées, jetées face contre terre. Quel drame se cache derrière ces géants abattus? Il y a une phase où on construit beaucoup de monuments, où on sculpte des statues, où on les transporte sur ces monuments. Et puis, tout d'un coup, tout semble s'arrêter. Ce changement brutal, on lui attribue plusieurs causes. La plus évidente, il n'y a plus de végétation à disposition. Les gens ont exploité complètement leur milieu naturel. Notre hypothèse est qu'à la suite de circonstances climatiques défavorables, la végétation a été affaiblie, on parvient très rapidement à une catastrophe écologique. Une surpopulation de l'île aurait-elle entraîné des famines et donc de sanglantes guerres tribales? De terribles massacres auraient-ils mis fin à cette civilisation merveilleusement inventive qui aurait même créé une écriture, comme semblerait l'indiquer ces tablettes que les ordinateurs les plus puissants ont été incapables de déchiffrer? Entouré d'eau, totalement isolé, ce peuple a imaginé des rites étranges qui n'existent nulle part ailleurs. J'ai abordé beaucoup de rivages dans ma longue vie. Aucun ne m'a procuré cet effet-là. J'avais l'impression de toucher, je ne sais pas quoi, moi, à la clairvoyance ou véritablement à quelque chose qui ne ressemblait à aucune autre. Pendant 10 siècles, perdus sur leurs rochers, les Pascuans ont créé leur propre culture, leur technique, leurs croyances. Et de nombreuses questions restent toujours sans réponse. Les colosses de pierre gardent encore les secrets de leur île mystérieuse. Merveilleuse île de Pâques. Et pour en parler plus longuement avec nous, un homme que vous reconnaissez peut-être, Christian Zuber, cinéaste, reporter, photographe, explorateur. Christian Zuber, c'était la caméra au point il y a 8-10 ans, pas sur TF1, c'était la Une à l'époque. Et puis un homme que vous connaissez peut-être moins, André Valenta. Je dirais qu'André Valenta, c'est la rage de connaître. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage merveilleux qu'il a écrit de vulgarisation qui s'appelle La passion de connaître. Il y a quand même plein de questions qui se posent. Alors la première, je crois, c'est d'où et quand sont venus les hommes et les femmes qui ont peuplé cette île. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi sont-ils venus là? Comme toutes les îles polynésiennes, elle a été peuplée par des gens qui ont perdu une bataille. C'est comme ça que s'est fait le peuplement de la Polynésie. C'est-à-dire que les Polynésiens, bon, quand les tribus se faisaient la guerre pour X raisons, eh bien le vaincu était expulsé.
On le mettait dans... Il partait, hommes, femmes, enfants, animaux et plantes, dans leur grande pirogue, comme c'était d'extraordinaires et outils, comme c'était d'extraordinaires navigateurs. Ils ne savaient pas d'ailleurs où ils allaient atterrir. Bon, et c'est comme ça que vers le 5e siècle après Jésus-Christ, l'île de Pâques a été peuplée. Bon, pour tout un chacun, l'île de Pâques, ça se résume quand même, à tort peut-être, à ces énormes statues. On ne comprend pas comment ils les ont sculptées, comment ils les ont transportées. Toutes les cultures, l'île de Pâques a ceci de particulier, c'est que c'est le seul isolat, c'est-à-dire groupe, ayant vécu, petit groupe, ayant vécu complètement isolé. On a découvert le dernier isolat au cours de la dernière guerre, c'est une tribu de Papouasie. Bon, ils ont vécu totalement isolés du reste du monde. Or, les isolats qu'on a découverts sont généralement vraiment très primitifs. On a trouvé au début du siècle une tribu qui ne faisait pas le rapprochement entre l'acte sexuel et la naissance. Tous les isolats, sauf l'île de Pâques. Il y en a encore. Hein. Il y en a encore, c'est très... Mais ça, c'est justement ce qui est intéressant. C'est de savoir pourquoi, là, il y a eu des gens qui ont su s'organiser merveilleusement et faire cette culture. Leur statut, parlez-nous un peu. Alors, la statue, ça fait partie de tout ce que les cultures ont fait, y compris les primitifs. Il n'y a donc rien d'extraordinaire, tout à fait normal. Ce qui est évidemment extraordinaire, leur taille. Voilà. Alors ils ont commencé ils ont commencé petits, ils sont allés de plus en plus grands. En fait, la plus grande statue jamais déplacée faisait 10 mètres, mais la plus grande statue jamais faite, 22 mètres. Celle-là n'a pas encore quitté sa colonne vertébrale. Voilà, elle est toujours là. Elle aurait pesé au moins 200 kilos, hein, au moins 200 tonnes, pardon. Oui. Au moins et pourquoi celle-là, ils ne l'ont pas transportée? Parce qu'ils ne pouvaient pas. Parce que ça s'est arrêté. La culture de l'île de Pâques, et c'est là que l'explication devient très claire, l'île de Pâques, c'est très exactement la planète Terre, l'humanité, à l'échelle réduite, c'est un microcosme. Mais c'est gai ce que vous nous racontez. Mais justement... Ce qui s'est apparemment passé à l'île de Pâques, où tout s'est arrêté un jour. Et non seulement ça, c'est que l'île de Pâques, c'est non seulement notre passé, c'est notre présent. À l'heure actuelle, nous voyons bien les gens qui meurent de faim parce qu'ils ont abattu leurs arbres, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler la population, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'île de Pâques? Ils arrivent, ils sont 60, ils sculptent leurs statues, ils les transportent, et un jour tout s'écroule, pourquoi? Ces gens-là se sont magnifiquement organisés. L'île est pauvre, il ne faut pas l'oublier. C'est une île polynésienne, mais il n'y a pas de lagon. Donc la pêche est difficile. La pêche est difficile. Or, ces gens-là se sont magnifiquement organisés. Or, on l'a calculé, l'île pouvait nourrir environ 3000 personnes. Ils sont arrivés à 3000 personnes et ils ont fait ce qui se passe en ce moment sur la planète Terre, alors que l'on a la contraception très au point, où la surpopulation est telle, je ne vais pas vous parler de la Somalie et le reste, que les gens meurent de faim, ils n'ont pas pu contrôler, ils ont fait ce que nous faisons sur la Terre alors qu'il est. Alors ils se sont battus. Alors ils étaient trop nombreux, ils ont commencé à mourir de faim, et ils ont fait ce qu'ont fait les hommes dans ce cas-là, ils se sont fait la guerre, ils sont allés dans les tribus voisines, celui qui gagnait, prenait évidemment la nourriture du voisin et renversait la statue, qui était, je réponds à la question, qui était le symbole, si vous voulez, du village, qui était la communication. C'est pour ça qu'on en voit plein qui sont par terre alors. Elles ont toutes été renversées. Quand on dit tribu voisine, les gens ne se rendent pas compte, c'est tout près. On fait le tour de l'île de Pâques en un jour, en moins d'un jour. Combien elle fait? Vous partez du point A n'importe où. Elle fait 165 km². Vous partez d'Angaleva, le petit village, et vous partez le matin, vous arrivez le soir. Ah oui, Christian, c'est quoi il parle, il a dû le faire, oui. Non, moi, il l'a suffisamment fait. Ouais. C'est un triangle rectangle de 16 km sur 18 sur 24. La hauteur du triangle, c'est 11 km. Voilà. Mais ce qui n'empêche que ce triangle, c'est horrible de dire un triangle, des chiffres, etc., pour essayer d'illustrer le côté poétique, le côté merveilleux de l'île. J'ai fait 2 voyages de 2 mois et demi là-bas. Hein. Christian Zuber, bon, vous avez fait, je ne sais pas combien de fois, le tour du monde. Vous avez filmé, photographié toutes les contrées possibles et pourtant, imaginables. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à l'île de Pâques? Bon, je vais l'illustrer par ce que j'ai vu. J'ai vu un jour descendre de l'avion une touriste banale, avec un Kodak sur le ventre, et à 500 mètres, on voyait que c'était une touriste.
Et là, j'ai vu cette femme qui a ignoré tout ce qu'il y avait autour d'elle. Elle a fait 3 kilomètres tout droit devant elle, comme si elle connaissait l'île, elle n'avait jamais mis les pieds. Et elle est arrivée là, et elle est allée voir les statues, elle était fascinée. Et je dois dire que on a oublié de parler d'Henri Garcia. Vous êtes quand même sensible, André Valentin, à cette part de rêve. Et encore plus. Parce que quand on vous parle de mystère ou d'atmosphère, on a l'air de vous agacer tellement que... À partir du moment où c'est un mensonge. Or, la vérité trouvée et démontrée par la science est beaucoup plus extraordinaire. Un mot, André Valentin, Christian Zuber, de ce qui, à l'heure actuelle, il faut bien le dire, est toujours un mystère. Attendez, alors, de quoi s'agit-il? L'écriture. Vous nous avez expliqué que ces gens-là, ce qu'ils avaient de formidable, c'est d'être restés plus de 1000 ans coupés du monde sans apport extérieur. Voilà. Alors voilà, des gens, malins comme des singes, c'est formidable, et ils inventent une écriture. Et vous, avec tous vos ordinateurs, vous le savez, vous n'êtes toujours pas arrivé à la déchiffrer. C'est tout à fait exact. Alors, c'est un des problèmes de l'île de Pâques, une des choses admirables. Vous savez que nous sommes en Polynésie, dans ce qu'on appelle les civilisations de l'oralité, c'est-à-dire où il n'y a pas d'écriture, sauf à l'île de Pâques, où l'on a pu sauver 26 objets, dont la plupart, on les appelle des tablettes, même quand ils sont ronds. 26, c'est pour ça qu'on les a numérotés de A jusqu'à Z. On les connaît tous. On les connaît tous. Il n'y en a pas plus. Sont répartis dans 12 musées du monde, ce qui ne facilite pas la recherche. Au musée de l'Homme à Paris, on a le moulage de 14 de ces tablettes, ce qui est absolument extraordinaire. Sur ces tablettes, des hiéroglyphes, c'est-à-dire des dessins. Alors là, nous rentrons dans l'invention de l'écriture. Ces caractères s'appellent rongo-rongo, on les a appelés comme ça. Bon, ce sont des hiéroglyphes. Pour le moment, malgré toutes les tentatives, on n'a pas pu les déchiffrer. Alors nous nous sommes demandé, nous avons essayé de nous inspirer de ce qu'a fait Champollion avec les hiéroglyphes. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans la même situation. Champollion avait une écriture inconnue qui correspondait à une langue perdue. Tous les spécialistes des messages dans les services de renseignement vous disent si la langue est inconnue, par définition, on ne peut pas déchiffrer. Parce que dans les services d'espionnage, ce sont des codes inconnus, mais correspondant à une langue connue, bien entendu. Il n'y avait pas un vieux Pasquan qui pouvait les lire, ces tablettes? Non. Vous savez que Champollion, lui, avait un avantage, non, mais il est tombé sur la pierre de Rosette, et il y avait un autre avantage que nous n'avons pas, nous, c'est que les noms des dieux et des pharaons étaient dans ce qu'on appelle un cartouche, c'est-à-dire qu'ils étaient entourés. Or, nous savons très bien qu'ils devaient parler de leur dieu, comme le dieu Maké, tu dis ça dans ton livre d'ailleurs. Et malheureusement, comme il n'est pas entouré d'un petit cercle, pour le moment, on ne peut pas le trouver. André Valentin, je vous remercie. Je vois que vous êtes intarissable sur l'île de Pâques, mais c'est une émission spéciale qu'il faudrait vous confier. Christian Zuber, merci. Bien, je voudrais maintenant donner aux téléspectateurs de Mystère un petit renseignement d'ordre pratique. Si vous avez eu connaissance d'histoires qui peuvent intéresser cette émission, vous pouvez nous écrire. Mystère, boîte postale 2008, 92 518, Boulogne-Cedex, et ça doit normalement, voilà, ça s'inscrit sur votre écran. Avant de nous quitter, je vous demande un petit effort de mémoire. Souvenez-vous, il s'agit d'une affaire qui avait défrayé la chronique, septembre 86, une affaire qui avait fait la une d'ailleurs de la presse et des journaux télévisés. On parlait à l'époque, en effet, souvenez-vous, c'était à Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne, près de Paris. On parlait de l'affaire de la maison qui saigne. Regardez. À 140 km au nord de Paris, Saint-Quentin, une ville ordinaire au cœur de la Picardie. En ce mois de septembre 1986, tout est calme dans le quartier de Rémicourt. Un couple de jeunes mariés vient de s'installer dans cette maison. Lucie et Jean-Marc Belmer y sont très heureux. Comme tous les matins, Jean-Marc, qui est routier, part très tôt et laisse sa jeune femme seule à la maison. Lucie, elle, ne travaille pas. Elle se lève plus tard et elle adore prendre son temps. Son petit déjeuner est un moment privilégié. Lucie s'étonne.
pourtant très soigneuse. Elle est sûre d'avoir nettoyé la table la veille. Jean-Marc aura sûrement renversé quelque chose. Sans se poser plus de questions, Lucie monte dans sa chambre pour s'habiller. C'est étrange. Ce sont les mêmes taches que celles de la cuisine. Et on dirait du sang. Il y en a même sur les draps. Un matin, je me suis levée. Il y avait des taches dans la maison. Par la suite, au fur et à mesure, je les effaçais. Il y en a eu dans le couloir, dans la chambre, dans la salle à manger. J'entendais des bruits sourds, j'ai commencé à avoir peur. Lucie, de plus en plus angoissée, a du mal à s'endormir. On entendait des bruits de vaisselle, des meubles qu'on tirait, des portes claquées, mais il n'y avait jamais rien. Et quand on se recouchait, ça recommençait. Lucie! 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 Lucie, qu'est-ce qu'il y a? Réponds! Terrorisés, Jean-Marc et Lucie Bellemare ont aussitôt prévenu la police. Dans la demi-heure qui suit, le brigadier-chef Piette et son adjoint Pierre Séparot se rendent sur les lieux. Bonjour madame, police municipale. Bonjour messieurs. J'ai averti mes parents. Entrez. Nous avons été voir la police municipale qui ne croyait pas tellement au début. Quand ils sont venus, ils ont constaté les taches de sang. Les policiers ont pensé que c'était le chien qui aurait pu être blessé à la queue et projeter du sang partout. Nous avons regardé et le chien n'était pas blessé. Nous, on était venus surtout pour rassurer un peu les gens. Dans un premier temps, on ne croyait pas aux fantômes. Nous allons faire l'enquête. Maman, ça recommence. N'aie pas peur. Vous entendez, vous avez entendu, hein? Monsieur, est-ce que vous avez déplacé quelque chose chez vous? Non, monsieur. Vous êtes certain? Non, monsieur, c'est pas chez moi. J'ai demandé au locataire de la maison d'à côté s'ils avaient déplacé un meuble ou quelque chose. Ils ont dit, on n'a rien placé du tout, on n'a rien entendu d'eux. On n'a rien déplacé, on n'a rien entendu. Alors là, c'est déjà un fait que, on a dit, il y a quand même quelque chose qui se passe, en notre présence. Que se passe-t-il dans cette maison? Comment expliquer ces bruits étranges? Et surtout ce sang? D'où vient-il? S'il te plaît, t'en vas pas. Reste. C'est pas possible, tu le sais bien. Oh, j'ai peur. Ne t'inquiète pas. Et puis il y a la police maintenant. Il est 5 heures. Jean-Marc doit partir travailler. Lucie reste seule dans la maison avec son chien. Mais maintenant, elle a peur.
souvent, j'entendais les bruits quand j'étais toute seule, jamais quand... Quelquefois quand mon mari était là, mais je pensais que c'était quelqu'un qui me voulait du mal à moi. Au bout de quelques heures, épuisée, Lucie arrive enfin à s'endormir. Ces moments de terreur l'obsèdent. Lucie a du mal à vivre normalement. Car plus rien n'est normal. Cette porte, la porte de la cave, elle est toujours fermée d'habitude. Intriguée, Lucie s'engage malgré elle dans l'escalier de la cave. Que la porte était vraiment fermée. La mère et la sœur de Lucie vivent le même cauchemar. Tu sais bien qu'elle est toujours fermée, cette porte. Lorsqu'elle descendait, la porte se refermait tout doucement derrière elle. Et lorsqu'une autre personne descendait, il n'y avait absolument rien du tout qui se passait. La porte restait tout à fait normale. Et il n'y avait que lorsque Lucie descendait. Mais c'était tout doucement que la porte se refermait. Mais elle se refermait quand même. Très vite, toute la ville est au courant. Et puis j'ai essayé de les enlever. Oui. Les gens venaient, ils appelaient le fantôme, ils tapaient dans les portes. Mais allez-vous-en, allez, partez. Mais laissez-nous Ils tranquilles. disaient, Esprit, es-tu là? Ouvre la porte. Les curieux venaient voir ce qui se passait. Pour elle affronter les journalistes, enfin tout, ça a été dur aussi. Parce qu'elle s'est dit, bon, bah, ça va être dans les journaux, ça va passer à la télé, on ne va pas le croire. Mais elle a vécu ça très difficilement aussi. Pourtant, à Saint-Quentin-dans-l'Aisne, dans une maison d'un quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des faits pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Françoise Boissonnat. Saint-Quentin, ce n'est pas à Voriaz, et pourtant ça se passe comme dans un film, mais c'est beaucoup moins drôle qu'au cinéma. En janvier, les belles-mères sont intriguées par des phénomènes quelque peu troublants, qui se manifestent surtout la nuit. D'abord, ce sont des bruits de vaisselle que l'on casse, enfin et surtout, c'est l'apparition de petites taches brunes qui, peu à peu, envahissent les murs, les rideaux, le lit. Ça vous arrive souvent de courir après les fantômes? C'est la première fois que ça nous arrive, hein. C'est la première enquête sur les fantômes. Et maintenant, tous les soirs, Jean-Marc trouve des curieux devant sa maison. Ouais, bon. Vous n'avez rien d'autre à faire. Quels sont ces phénomènes étranges? Quel secret renferme ces murs? Ne trouvant aucune explication rationnelle, le jeune couple commence à penser que quelqu'un leur veut du mal. Aurait-il un ennemi qui s'acharne contre eux? La police s'interroge. Pour en avoir le cœur net, elle met en place un dispositif très particulier. Le chef avait dit, ce qu'on va faire, on va étendre de la farine sur le sol. Hein. Donc dans l'entrée, la farine par terre, s'il y a quelqu'un qui passe, les traces, pas de problème. Hein. On saura tout de suite si ça tient de la farce et de la bande dessinée. Alors ça y est, tout est en place. J'ai tout vérifié, il ne reste aucune trace. Oui. Je garde les clés. Rendez-vous demain matin pour 8h30. Tout au long de l'enquête, du fait qu'on n'aboutissait à rien, les policiers ont conseillé à Lucie de quitter la maison. Toutes les fois que Lucie devait retourner chez elle, elle y allait accompagnée de la police. Bon, on va aller voir si s'est passé quelque chose à l'intérieur. Ils espèrent tous que la réponse est derrière la porte.
les nouvelles taches de sang sont réapparues sans aucune présence dans la maison, hein. Sur le sol, sur la table de la cuisine et sur le papier du couloir. Et suite à ça, nous avons prélevé des échantillons de papier sur les draps pour faire analyser le sang. L'expertise montre aussi qu'il s'agit de sang humain et en tout cas pas de sang animal. Ces deux éléments sont concordants et de telle manière qu'il est absolument exclu qu'il s'agisse d'autre chose. Il s'agit de sang humain, exclusivement de sang humain. Mais c'est vrai que le rapport n'exclut pas une origine surnaturelle, c'est vrai. Bonjour madame, je vous présente la personne dont je vous ai parlé, monsieur est médium. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Me permettez-vous d'entrer? Un jour, avec la police, un médium est venu nous voir. Il a regardé toute la maison et il nous a dit qu'il y avait quelque chose dans la cave. Est-ce que ce phénomène prend sa source dans les murs? Non. Est-ce que ce phénomène prend sa source au sol? Nous allons déterminer l'endroit. C'est ici qu'il faut creuser. Enfin, qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? À mon avis, ce sont des ossements humains charriés par une rivière souterraine. Ou alors, à moins qu'un crime ait été commis dans cette maison et le corps est enterré ici. Pendant que j'étais à la cave, pendant que le médium faisait ses opérations avec son pendule, moi me trouvant en position arrière des propriétaires de la maison, du reporter et du médium, confondant les activités du médium, j'ai eu comme des impulsions de doigts sur le bras gauche, sur le biceps du bras gauche, mais sur l'arrière. Pour moi, il y avait une présence derrière qui m'appelait. Et c'est à ce moment-là que je me suis retourné, que j'ai vu que derrière moi, il n'y avait personne. Alors là, je peux croire que les cheveux ont dressé sur la tête. Hein. Les fouilles de la cave n'ont donné aucun résultat. Au bout de 3 semaines d'épouvante et toujours sans réponse, Lucie et Jean-Marc Belmer ont définitivement quitté cette maison maudite qui aurait dû être celle de leur bonheur. Comment expliquer ce qui s'est passé? 6 ans après, ils ne le savent toujours pas. Bien, de tels phénomènes, naturellement, sont très très rares, mais je vous signale que nous aurons l'occasion d'en reparler dans le prochain mystère dans un mois. Et puis, encore un autre renseignement pratique. Ceux d'entre vous qui désireraient assister à l'émission Mystère peuvent le faire en tapant sur leur Minitel 3615, code de TF1, et après tout vous sera indiqué pour procéder à cette manœuvre. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir, et je vous le disais à l'instant, à la prochaine, dans un mois, sur TF1, pour un autre mystère. Bonsoir.